présenter un rapport d'orientation pour aller aux élections de chambre et clôturer cette Assemblée générale. Alors, chers amis, chers adhérents de la coordination rurale, je vous remercie tous d'être présents pour notre AG. C'est un moment fort de la vie de notre syndicat. Ce matin, nous avons rendu compte de l'année écoulée. Je vous remercie pour le quitus et la confiance accordée. Cet après-midi, nous nous tournons vers l'avenir ensemble. Je nous pose une question simple. Pourquoi sommes-nous ensemble? Nous sommes ensemble, réunis, parce que quelque chose qui nous dépasse, qui nous rassemble, c'est l'avenir de nos 400 000 exploitations et de leurs familles. Nous sommes réunis ici pour défendre notre agriculture française, souveraine, riche de ses diversités et de toutes ses filières. C'est donc avec une immense fierté et une grande modestie que je me tiens devant vous en tant que présidente de notre syndicat. C'est l'unité de notre syndicat et l'engagement de chacun d'entre vous qui permet de défendre nos valeurs, nos idéaux et de construire ensemble un avenir meilleur. Je dirais même un avenir tout court, tant la crise est grave. L'espoir de voir l'agriculture recouvrer ses forces et attirer de nouveaux jeunes exploitants est le moteur de notre combat. Nous continuons d'y croire et nous nous battrons jusqu'au bout, ensemble, tous unis. Notre détermination collective nous a permis de résister et de ne pas capituler. En janvier, on nous bassinait avec le modèle incontournable voulu par la FNSEA, 180 000 exploitations intégrées dans l'agrobusiness, quand nous n'avons jamais cessé de défendre toutes nos exploitations. À l'issue du vote à l'Assemblée nationale, l'objectif de 450 000 à 500 000 fermes était inscrit dans la LOA. C'est une victoire pour nous. Dans quelques jours, une nouvelle Assemblée générale va être élue. Il nous appartient de reprendre inlassablement notre travail de conviction pour remettre la LOA sur la table à nos conditions. C'est maintenant que nous pouvons dire stop. Stop à la politique de cogestion qui a mené l'agriculture française à sa perte en moins de 20 ans. C'est maintenant que nous pouvons convaincre un grand nombre de non-syndiqués, souvent rencontrés dans les actions. La cogestion du syndicat sortant, parlons-en quelques instants. Qu'ils ont été naïfs, nous représentants du syndicat dit majoritaire, ou encore ceux des COP. Ils ont abdiqué en nous privant de notre rémunération au profit des gains croissants du para-agricole. Qu'ils ont été naïfs d'avoir validé l'expansion de nos propres outils coopératifs à nos dépens. Qu'ils sont naïfs en croyant le président de la République qui nous exhorte à produire plus tout en multipliant les contraintes. Selon lui, les exportations constitueraient 40% de notre revenu. À croire qu'il confond encore chiffre d'affaires et revenus, bénéfices. Qu'ils ont été naïfs d'avoir accepté la politique agricole commune de 1992 plutôt que de défendre la position de la CR qui refusait ce virage des producteurs. Oui, nous avons eu raison, nous avons raison et nous allons aller jusqu'au bout, nous ne lâcherons rien. Je le dis clairement, notre syndicat a vocation à devenir majoritaire pour changer le système, pour renverser la table. Nous ne sommes pas un syndicat de témoignage. Aujourd'hui, 3 chambres d'agriculture sont au service des agriculteurs, pas d'un syndicat. Demain, grâce à vous, nous pouvons en gérer 10, 20, 30. Chaque chambre peut devenir un pôle de défense de nos fermes. Depuis janvier, nous avons été le moteur des mobilisations inédites des agriculteurs. La France entière était derrière nous quand nous dénoncions 60 années de cogestion et de soumission au libéralisme économique qui nous ont conduits à la ruine de notre agriculture et au suicide de beaucoup trop de nos confrères et amis. Ensemble, en ce début d'année, nous avons vécu une aventure collective formidable qui restera à jamais gravée dans nos mémoires et dans nos cœurs. Nous nous sommes battus sur les barrages, sur les plateaux télé, auprès des politiques au pouvoir qui ne voulaient pas nous entendre jusqu'ici. Nous étions présents partout. Nos bonnets jaunes ont coloré tout le territoire. Nous sommes tous montés au front avec courage et ténacité. Malgré plusieurs messages, même écrits, de l'état-major du président de la République, Emmanuel Macron, tentant de nous intimider en nous enjoignant à capituler, nous avons résisté. À la CR, nous ne cédons pas au chantage.
Nous avions dit que nous irions jusqu'à Rungis. Nous y sommes allés, malgré les forces de l'ordre et l'air blindé. Je salue ici tous les amis du 47, du 32, du 24, du 87 et les autres, et tous ceux qui ont rallié vraiment ce convoi de la victoire. Devant le manque de considération de M. Macron, nous avons bloqué symboliquement le château de Chambord, comme vous l'avez vu, avec 60 tracteurs, tout autant que le château de Versailles. Merci à la Bourgogne-Franche-Comté, à la région Centre et à l'Alsace qui y étaient. En mémoire de nos collègues qui n'ont trouvé d'autre soulagement à leur souffrance que le suicide, nous avons pris symboliquement et pacifiquement la place de l'Étoile. Ces sacrifiés de l'indifférence politique et de l'acharnement libéral méritaient bien cet hommage. Et que dire de notre mobilisation au Salon de l'Agriculture devant les caméras du monde entier lorsque nous avons dénoncé l'inaction de ceux qui nous gouvernent. Depuis des années, victime d'une censure quasi systématique dans les médias, la CR a enfin pu se faire entendre. Là encore, pour répondre à notre détresse, nos gouvernants nous ont envoyé des centaines de CRS nous interpeller, nous intimider et même nous gazer. Là, les bonnets jaunes, les casquettes vertes, les gilets rouges étaient unis par l'action sur le terrain. Notre combat, nous le menons aussi en dehors de nos frontières. Nous étions la semaine dernière sur les barrages à la frontière espagnole dans les Pyrénées pour demander une énergie moins chère et le respect des clauses miroirs. Merci le 64, le 65, le 32, le 40. Merci à tous. Nous étions présents également à Bruxelles avec des milliers de collègues européens, avec nos amis des Ardennes, d'Alsace, de Franche-Comté et même de la Creuse pour exhorter nos députés européens à mieux nous protéger. Depuis des mois, nos dirigeants veulent nous rabattre et nous faire taire. Mais c'est sans compter notre motivation et notre détermination acharnée à défendre l'agriculture française. Une agriculture reconnue pour sa qualité et la passion de ses paysans. À la coordination rurale, nous nous distinguons par notre attachement profond au modèle d'agriculture familiale, aux valeurs de solidarité, d'indépendance, de liberté et de démocratie. Nous sommes un syndicat qui met en avant la voix de chacun de nos membres, qui écoute leurs préoccupations et qui agit en toute transparence pour défendre les intérêts de tous. Nos batailles n'ont pas été vaines. Nous en avons d'ores et déjà gagné de nombreuses. Maintenant, il faut gagner la guerre. Pour cela, nous sommes armés. Les revendications fondamentales de la CR constituent notre solide artillerie. Nous devons les utiliser pour retrouver de la liberté et de l'indépendance dans nos exploitations. Notre principal objectif stratégique reste et restera toujours des prix, pas des primes. Pour l'atteindre, nous devons mener des batailles sur plusieurs fronts. Le premier est celui de la concurrence déloyale. L'exception agriculturelle s'avère l'arme la plus efficace pour en sortir gagnant. En effet, soumis aux aléas climatiques et aux interactions avec la faune sauvage, les produits agricoles ne sont pas des marchandises comme les autres. L'agriculture maintenue sur le front du libéralisme s'appauvrit et tue inexorablement le monde paysan au sens propre comme au sens figuré. Ne doit-on pas s'inquiéter d'une spéculation agricole à venir encore plus exacerbée? Face à tous ces dangers, et tant d'autres encore, nous, à la CR, exigeons que la France et plus largement l'Union européenne imposent leurs limites. Hier, le protectionnisme était un gros mot, diabolisé par tous les gouvernements au pouvoir. Aujourd'hui, force est de constater que le mot s'impose comme une vraie solution dans le débat public, notamment lors de la récente campagne pour les élections européennes. L'exception agriculturelle ne signifie pas repli sur soi, bien au contraire. Elle doit être une mesure internationale de coopération responsable, sociale et équitable pour l'accès et la sécurité alimentaire de tous les humains. La guerre de la faim n'est-elle pas, elle, imminente si rien n'est fait? En parallèle de cette exception agriculturelle, l'ACR réclame l'application de clauses miroirs pour toutes les productions. L'importation de produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de pesticides ne respectant pas les normes européennes est déjà interdite par l'article 44 de la loi Egalim du 30 octobre 2018. En reconnaissant que cette loi n'est pas appliquée, le gouvernement avoue son laxisme ou son impuissance.
Au regard des importations qui ont presque doublé en France depuis l'année 2000, plus 87%, et des 25% de produits importés ne respectant pas les normes qui nous sont imposées, nous ne pouvons être que révoltés. Aujourd'hui, seulement 10% des produits agricoles et agroalimentaires qui entrent dans l'Union européenne font l'objet d'un contrôle. 10%. C'est pourquoi les clauses miroirs doivent se conjuguer avec des contrôles quasi systématiques aux frontières. Pour cela, l'Union européenne doit dégager le budget adéquat. Le deuxième front sur lequel nous devons nous battre est celui du sacrifice inacceptable de la rentabilité de nos exploitations au profit de l'environnement. Nous devons exiger de l'Union européenne et de nos futurs gouvernants français qu'ils cessent leur politique normative irréaliste et inéquitable. Cette demande a laissé en marge l'agriculture de toutes ces politiques normatives irréalistes et inéquitables. Comme toujours, s'il parle de coûts évités, c'est bien parce qu'il valide une politique de déproduction, de décroissance, compensée par toujours plus d'importations ne répondant pas à nos normes. Nous, à l'ACR, nous ne pouvons nous y résigner. Pour l'ACR, l'agriculture, c'est de l'écologie appliquée. Alors, elle n'est pas concernée. Pas besoin de restaurer la nature quand on l'entretient depuis toujours, que les lois européennes commencent par restaurer les zones artificialisées et ultra-polluées. Quant au plan Ecophyto 2030, qui peut nous dire son intérêt? La baisse des usages de produits phytosanitaires observés ces dernières années est liée à toutes les obligations administratives ou au bon sens paysan avec des usages raisonnés. Les produits sont suffisamment chers, vous le savez, pour ne pas être gaspillés. On peut surtout s'interroger à qui profite ce plan. Doté d'un budget annuel de 250 millions d'euros, dont plus de la moitié pour la recherche, à qui on peut se demander pourquoi encore allouer autant d'argent supplémentaire et demander toujours plus d'efforts aux agriculteurs sans accompagnement supplémentaire, pas même technique. Alors ce budget de 250 millions d'euros aurait dû servir aux agriculteurs et uniquement aux agriculteurs. En parlant de produits phytosanitaires, nous nous mobilisons à l'image de notre section fruits et légumes pour éviter de laisser les producteurs dans des impasses techniques lors de la suppression de produits. Pour cela, nous n'hésitons pas à demander des dérogations pour différentes matières actives ou encore des alternatives fiables et viables économiquement avant toute suppression. Il en va de notre souveraineté alimentaire. En ce qui concerne la PAC, certes, l'ACR a été entendue sur la simplification de certains règlements européens, notamment l'assouplissement des conditionnalités au versement des aides du second pilier, mais pour nous, ce n'est pas encore suffisant. Les BCAE 1 et 8 auraient dû être supprimés. En effet, si le cheptel diminue, c'est logique que le ratio de prairies chute en conséquence. L'ACR réclame toujours la révision totale de la PAC pour repartir sur une programmation compréhensible et stable sur 10 ans. Un audit objectif sur la PAC et ses bénéficiaires doit aussi être réalisé. Aujourd'hui, ces subventions s'avèrent indispensables à nos exploitations puisqu'elles constituaient en moyenne, encore en 2022, 54% des revenus disponibles pour nos exploitations. C'était 98% en 2020 et même en 2022, c'est près de 150% pour les producteurs de bovins et d'ovins. La PAC doit enfin mettre fin à sa politique d'objectifs ne tenant pas compte des efforts déjà consentis par certains États membres, comme la France. Prenons l'exemple des produits phyto de nouveau. En diminuant de 50% sa consommation, les Pays-Bas n'atteindraient même pas notre consommation de 2021, puisque nous étions en moyenne à 3,7 kg par hectare, quand eux étaient à 10,5 kg par hectare. L'ACR lance donc un appel aux députés prochainement élus pour nous soutenir dans ce sens. Ils ont tous dit vouloir aider pendant leur campagne. Maintenant, ils doivent traduire leurs paroles en actes. L'ACR réclame en urgence un plan faune sauvage à l'échelle européenne afin de protéger efficacement nos élevages, tuberculose, salmonellose. Je ne peux donc pas évoquer l'élevage sans aborder la question de la prédation. La révision du plan national loup a permis quelques avancées. Tu en as parlé. Mais l'enjeu reste toujours le déclassement du loup pour permettre de réduire la pression. Nous pouvons tolérer la coexistence avec le loup,
mais nous refusons de cohabiter avec lui. Nos élevages ne sont pas des garde-manger pour les grands prédateurs. Parlons maintenant d'une ressource précieuse pour nos agriculteurs, l'eau. Son partage est aujourd'hui un sujet de crispation entre les acteurs économiques et les particuliers. Hier se tenait le colloque sur l'eau. Nous avons pris conscience de la très mauvaise gestion de l'eau par les autorités. Depuis des dizaines d'années, le tout à l'égout n'est en fait qu'un tout à la mer. 50 à 70% de l'eau utilisée dans nos activités quotidiennes finit à la mer. En effet, les stations d'épuration ne sont pas aux normes et les polluants, les nitrates, les phosphates et les bactéries arrivent en mer sans avoir été correctement traités. L'amoncellement d'algues vertes sur nos plages est alors, une fois de plus, imputé injustement à l'activité agricole, alors que ce ne sont que les carences dans la gestion de la politique publique de l'eau qui posent problème. L'OFB devrait d'abord se concentrer sur la remise en état des stations d'épuration et contrôler les rejets en mer avant de venir accuser les agriculteurs de tous les maux. Savez-vous que l'OFB coûte aux contribuables français plus de 600 millions d'euros par an? Savez-vous que l'OFB va dépenser 15 millions d'euros dans un annuaire de la diversité dans nos communes? Le rôle de l'OFB doit être évalué et ses missions recadrées dans le droit commun. Les sécheresses de plus en plus longues tuent massivement la biodiversité. Pas d'eau, pas de vie. Ces épisodes de sécheresse entraînent l'effondrement accéléré des pollinisateurs, des insectes, des oiseaux, impactent l'ensemble du vivant, y compris la santé humaine. En 2022, 70 000 hectares de haies, de forêts ont brûlé en France. Souffrir de la sécheresse l'été s'avère incompréhensible quand on lutte tout l'hiver contre les inondations sans faire de réserve. Arrêtons d'écouter les discours écologistes déconnectés des réalités du terrain et laissons les agriculteurs stocker l'eau. Il est très clair que nous devons obtenir du futur gouvernement un engagement pour l'accompagnement hydrique et les évolutions climatiques, pas seulement dans les 3-4 départements fléchés, mais dans toute la partie sud de la France. Le troisième front sur lequel nous n'avons d'autre choix que de progresser est celui de notre valeur ajoutée, celle créée dans nos exploitations grâce entre autres à une régulation des productions, à une lutte acharnée contre la financiarisation ou encore un agissement sur nos charges. Quand on sait que la valeur ajoutée agricole de la France a chuté de 3% sur les 5 dernières années, quand celle de l'Union européenne progressait de 1%, l'état d'urgence devrait être de rigueur au sein de la ferme France. Pour retrouver du revenu tout en assurant notre souveraineté alimentaire, la politique agricole européenne doit impérativement réguler les productions. Stratégiquement, appeler les agriculteurs français à produire plus pour des marchés export qui n'existent pas ou qui ne sont pas rémunérateurs est non seulement une absurdité, mais mortifère pour la ferme France. La politique d'objectifs à l'emporte-pièce ne peut plus durer. Le bon sens voudrait que l'agriculture biologique se développe en réponse à une demande réelle et non à un marché supposé. Ce développement ne doit pas se faire en réponse à des injonctions politiques et à coups d'aide. Cela revient à subventionner la saturation du marché. La trajectoire de progression des surstocks de produits bio, céréales en particulier, est une alerte majeure, alors même que les agriculteurs convertis il y a 2 ans vont entrer sur un marché de plus en plus saturé. En 2023, 40% de lait bio a été déclassé et pour la prochaine campagne céréalière, France Agrimaire estime le volume de céréales déclassées près de 4 fois supérieur à celui de la précédente. Il est donc nécessaire et urgent de stopper les conversions dans les filières longues, notamment les filières en tension, en l'absence de garanties contractuelles fermes ou d'études de marché assurant aux producteurs une rémunération suffisante. En ce qui concerne nos prix, nerfs de la guerre, nous n'avons plus de temps à perdre. Notons que la CR a gagné de nombreuses batailles lors de l'examen et du vote de la LOA. Bien que nous saluions, d'une part, l'apparition du mot « revenu » dans la loi LOA, et ce malgré l'opposition du ministre, et l'élévation de l'agriculture à la défense des intérêts fondamentaux de la nation d'autre part, la CR est loin d'être satisfaite.
La financiarisation de la ferme France avance inexorablement avec les industriels qui font tout pour racheter nos outils de production contre nos dettes parfois, ou encore via des sociétés comme Fèves ou Terrafine qui, sous prétexte de solidarité, acquièrent du foncier avec l'aide d'investisseurs qui bénéficient de 18 à 25% de crédit d'impôt sur leurs achats. Comme elle l'a déjà fait pour retirer les GFAI, GFAE de la loi, de la LOA, l'ACR continuera à lutter contre ces avantages qui ne peuvent être qu'à l'origine d'inflation de nos outils. L'ACR n'est pas défavorable à des avantages fiscaux pour permettre l'acquisition du foncier, mais uniquement pour les agriculteurs et sans que cela entraîne une inflation du prix de la terre. Pour remettre de la transparence dans la ferme France et conserver notre valeur ajoutée dans nos exploitations, il est impératif de prévoir une loi sur les coopératives, je l'ai entendu partout où je suis passée, et de contrôler les industriels et les distributeurs. Comme demandé par l'ACR, les contrôles du respect des dispositions d'Egalim ont été renforcés. Toutefois, dans quelle mesure les 500 contrôles sur les 5 plus gros distributeurs, comme annoncé par Bruno Le Maire, ont-ils déjà été réalisés? Quelle sera la portée et les conséquences de ces annonces? L'ACR demande le renforcement des contrôles à tous les stades de la commercialisation, depuis les industriels jusqu'au GMS, pour lutter contre la francisation, notamment pour les fruits et légumes, mais pas que, avec l'application de réelles sanctions dissuasives contre ces pratiques qui relèvent de l'escroquerie et qui sapent notre travail. Dès le début des négociations sur la LOA, l'ACR avait demandé que le projet de loi s'inspire de celui pour un choc de compétitivité de la ferme France proposé par les sénateurs, il y a plus d'1 an. Si le travail de terrain repartait sur cette loi, l'ACR est prête à défendre de nouveau ses amendements relatifs à la structuration des filières pour une meilleure répartition de la valeur, reprendre nos amendements sur la main-d'œuvre, sur le financement du foncier pour les nouveaux installés, etc. En bref, tous les points qui permettraient une agriculture rentable et donc le renouvellement des générations. Quand on sait par exemple que 50% des éleveurs de ruminants en activité en 2018 auront quitté le métier en 2027, je l'ai déjà dit, mais l'état d'urgence devrait déjà être décrété. Maintenir l'élevage sur tout le territoire est indispensable. Pour cela, l'ACR se bat pour retrouver des revenus en adéquation, non seulement avec nos charges de travail, mais aussi avec toutes nos responsabilités et nos contraintes. La section viticole de l'ACR se bat, elle, contre certains négoces qui ont tendance à vouloir tirer les prix du vin vers le bas au détriment de la qualité. Ainsi, les importations espagnoles et italiennes à bas prix servent la baisse des prix et saturent un marché déjà en grande souffrance, faute d'une demande dynamique. Parallèlement à la récupération de notre valeur ajoutée, nous devons aussi agir sur nos charges. Nous devons, entre autres, obtenir une fiscalité adaptée et juste. L'ACR réclame par exemple une exonération totale de la taxe foncière, de la taxe sur le foncier non bâti qui constitue notre outil de production. Nous ne pouvons plus tolérer que les revenus de notre foncier soient taxés aujourd'hui à hauteur de 60%, quand les dividendes des actionnaires comme Bigard ne le sont qu'à hauteur de 30% hors abattement. Autre revendication, le GNR à 1 euro TTC. On y est, on va y être. Voire moins pour tous les agriculteurs. Là encore, nos politiques se trompent de stratégie. En nous imposant plus d'écologie, en nous supprimant l'accès à de nombreuses molécules, ils nous contraignent à davantage de passages mécaniques dans nos champs et donc à une facture de carburant toujours plus lourde. Nous avons été capables de chiffrer le coût de notre demande et de proposer en face un plan de financement à Bruno Le Maire. Nous attendons toujours sa réponse. Compte tenu de l'actualité politique, nous risquons de l'attendre longtemps. Nous recontacterons de nouveau le prochain gouvernement à ce sujet. Toujours pour baisser nos charges, nous devons nous affranchir du joug de certains fournisseurs. À ce sujet, nous réclamons, entre autres, le droit de produire nos propres semences sans subir l'ascendant de ceux qui contrôlent et les semences et les produits phytosanitaires.
Enfin, notre quatrième champ de bataille consiste à éliminer tous les carcans qui nous sont imposés de manière injustifiée et irraisonnée. Nous ne pouvons plus tolérer la manière dont on nous traite. Nous sommes des chefs d'entreprise. Nous devons rester maîtres chez nous en refusant la financiarisation de nos outils de production et les contrôles injustifiés par satellite notamment. La surveillance de tout ce qui nous est imposé coûte plus cher que la production. On marche sur la tête. Si jamais l'examen de la loi reprenait, nous continuerons à exiger la suppression pure et simple du diagnostic modulaire comme outil d'éco-contrainte, la suppression du stage de sensibilisation à l'environnement et la suppression de France Service Agriculture qui crée une suradministration alors que nous demandions précisément l'inverse. Nous luttons contre l'obligation de la contractualisation, elle doit rester facultative. Plutôt que de placer l'OFB sous la tutelle des préfectures, nous réclamons sa dissolution, ce qui permettra non seulement un allègement administratif, mais surtout une économie de plus de 650 millions d'euros, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les injonctions de ces agents, leur comportement inadmissible, leur absence d'empathie et leur répression systématique sont devenues intolérables. Dans le même sens, nous ne pouvons plus accepter les contrôles et les protocoles sanitaires français trop lourds en matière de santé animale, protocoles qui nuisent gravement à l'agriculture extensive. Combien d'entre nous ou de nos collègues ont vu leur exploitation gravement fragilisée, voire détruite par l'abattage de l'eau de volaille ou de troupeaux imposés par les autorités? Nous déplorons un cadre sanitaire français et européen inadapté. Si le spectre de la grippe aviaire semble s'éloigner grâce à la vaccination que nous réclamions depuis 2017, les éleveurs bovins ont dû, quant à eux, affronter de nouvelles diffusions de FCO et l'apparition de la MHE. La loi santé animale complexifie l'accès aux soins vétérinaires, particulièrement précaires dans certaines zones géographiques, et oublie certaines catégories comme les ovins et les caprins. Nos sections sont d'ores et déjà sur le pied de guerre pour ces problématiques, car enfin, face à la multiplication des attaques de groupuscules écologistes contre les projets de retenue d'eau pour l'activité agricole ou des projets de bâtiments d'élevage, la CR salue la publication du décret qui permet d'accélérer les procédures contentieuses. Le délai de recours est désormais réduit de 4 à 2 mois, soit un retour au délai légal pour tout autre permis de construire. Il était temps. Les agriculteurs ne sont pas dehors de la loi, ils ne doivent pas être traités comme des citoyens de seconde zone. Nous resterons vigilants sur ce point aussi. Du point de vue syndical, pour nous permettre de sauver la ferme France, l'ACR réclame plus de démocratie et de pluralisme syndical. Nous demandons au gouvernement de publier un nouveau décret en ce sens. Le système actuel ne le permet pas. Depuis les dernières élections, 95% des chambres d'agriculture sont dirigées par les syndicats agricoles dits majoritaires, FNSEA, JA. Pourtant, ceux-ci n'ont obtenu que 55% des voix en cumulé en 2019, où le taux de participation n'était que de 46%. Cette surreprésentation est le résultat du mode de scrutin proportionnel à prime majoritaire qui octroie automatiquement 50% des sièges à la liste arrivée en tête et qui répartit le reste proportionnellement au nombre de voix. L'agriculture française est morcelée et les opinions divergentes. Le modèle syndical en vigueur n'est pas représentatif de la diversité des acteurs et des opinions. Il est donc primordial d'engager une réforme profonde de la gouvernance des organismes agricoles et des modes de scrutin en amont des prochaines élections chambres d'agriculture qui auront lieu en janvier prochain. Au total, c'est donc avec ce système 25% de la profession qui impose sa vision au sein de l'ensemble des institutions agricoles. La CR souhaite que le mode de scrutin soit uniquement proportionnel pour des raisons évidentes de représentativité syndicale. Et je vais conclure. Chers amis, fort de ces solides revendications, nous avons vocation à devenir majoritaires dans les prochains mois. Si un maximum d'agriculteurs se rassemblent pour tourner la page de la cogestion et du renoncement. Aujourd'hui, beaucoup de chambres d'agriculture sont en déficit. La Cour des comptes a elle-même épinglé le réseau des chambres d'agriculture pour sa gestion calamiteuse. Aux prochaines élections, disons stop
à la soi-disant toute-puissance de la FNSEA. Mettons-les face à leurs responsabilités. Mettons-les dehors. Pour la CR, une chambre bien gérée est une chambre dans laquelle des élus proches du terrain travaillent et agissent pour le collectif et non pour leur intérêt personnel en étant un relais de COP de France ou de politiques qui oublient les agriculteurs. Les 3 chambres gérées par la CR, auxquelles on peut rajouter les chambres qui l'ont été, CR 63, le 14, le 16, des syndicats 100% agriculteurs, sont des chambres au sein desquelles les décisions sont prises par les agriculteurs uniquement, dans l'intérêt et l'écoute de tous les agriculteurs des départements en question. Pour rappel, une chambre gérée par la CR est une chambre qui reprend un abattoir en gestion directe pour que les éleveurs puissent continuer à faire leur travail. Elle redonne une impulsion à un marché d'intérêt national avec les collectivités locales. Elle remet les techniciens sur le terrain. Elle arrête la gabegie financière et la politique des petits arrangements malhonnêtes pour rétablir les missions en rapport avec les besoins des agriculteurs dans la transparence et la probité. Ensemble, et dès 2025, nous allons rendre l'agriculture aux agriculteurs. Nous allons montrer à tous ceux qui gèrent les champs depuis des années et mettre de l'argent dans les services qui ne profitent pas aux agriculteurs comment la CR cultive l'indépendance pour récolter la liberté. Merci à tous, chers amis, chers membres, pour votre engagement. Le combat continue. Nous ne lâcherons rien et ensemble, vous autres, élus, salariés, ceux qui nous entourent, nous allons gagner. Vive l'agriculture française, vive les agriculteurs et vive la coordination rurale.